Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, pour ce tout nouveau numéro de votre, de votre émission Terre Actu. Nous sommes vendredi et qui parle vendredi, parle agriculture sur E-Télé Bénin. Mesdames et messieurs, à tout de suite. Voilà, les ruminants contributeurs et victimes des effets des changements climatiques. Pour aborder ce thème, qui de mieux que notre zootechnicien qui est également spécialiste de la nutrition des ruminants, Evra Niklepo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Claudicon. Alors, aujourd'hui, je le rappelais à l'instant à nos amis téléspectateurs, on parle des ruminants comme contributeurs et victimes, voilà, des effets des changements climatiques. Tout de suite, quel lien peut-on faire entre élevage des ruminants et changement climatique? Merci, monsieur Claudicon. Et d'entrée, permettez-moi de présenter mes civilités à tous les téléspectateurs de cette émission et par ricochet ceux de iTélé. Alors, pour partir des définitions classiques, je voudrais qu'on aborde les concepts de ruminants et de changement climatique. D'accord. Alors, nous pouvons entendre par ruminants, en termes terre à terre, des animaux mammifères qui ont la possibilité de ruminer. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est que la rumination? C'est la capacité pour un animal de regurgiter un aliment qu'il a entre-temps ingéré pour pouvoir finir son processus de digestion. Donc, les ruminants s'opposent aux monogastriques, qui sont des aliments qui ne sont pas dotés de cette capacité de ramener l'aliment qu'ils ont ingurgité entre-temps dans la bouche pour pouvoir finir ce processus de digestion. D'accord. Et nous pouvons citer, par exemple, les ovins, que nous appelons communément les moutons, ou nous pouvons citer aussi les caprins, qui sont des animaux de compagnie qu'on connaît bien, ou encore les bovins, encore des buffles qui constituent pour le pas des animaux sauvages. Les caprins, animaux de compagnie. Oui, des caprins, animaux de compagnie, parce que si vous voulez, les petits ruminants, on distingue parmi les ruminants les gros et les petits ruminants. Et les gros ruminants sont souvent associés aux bovins, alors que les petits ruminants sont associés aux caprins et aux ovins. Alors, parler des changements climatiques, vous savez, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat définit le changement climatique comme des manifestations de changement qui sont intervenues dans le cycle des facteurs climatiques tels que la pluviométrie, tels que l'insolation, tels que la température, sur une période d'au moins 10 ans. D'une décennie et plus. Et autrement, si la période n'atteint pas ce niveau-là, on pourrait parler de variabilité climatique. Alors, le lien entre l'élevage de ruminants et les changements climatiques est un lien aussi visible que discret. Ce n'est pas un secret pour personne, j'allais dire que ces animaux que je viens de citer, que ce soit les bovins, que le profane pourrait nommer les bœufs, que ce soit les moutons ou que ce soit les caprins dont j'ai parlé tantôt, se nourrissent exclusivement des herbes. Et qui parle d'herbes parle de ressources naturelles. Et ces ressources sont forcément affectées par tout ce qui a lieu à un dérèglement climatique. Et sur un autre aspect, ces animaux, les ruminants, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, sont quand même, de par leur processus de digestion, sont à l'origine des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète. Donc, voilà un peu ramasser le lien que nous pouvons faire entre les ruminants et le changement climatique. Voilà, justement, on présente ces ruminants-là comme étant quand même des contributeurs aux effets néfastes des changements climatiques. Dans quel contexte pourrait-on le dire? Alors, merci, monsieur Claudicon. Je pense que ici, il va falloir expliciter un peu la question, parce que je le disais tantôt en introduction que les ruminants, de par leur processus digestif, contribuent quand même à l'émission des gaz à effet de serre. Et quand je parle de gaz à effet de serre, retenez que il s'agit essentiellement du dioxyde de carbone, il s'agit du méthane et il s'agit de l'oxyde nitreux et de toutes les gaz de la famille des azofluorures.
D'accord. Alors, en ce qui concerne les ruminants spécialement, c'est le méthane qui est indexé. D'accord. Figurez-vous, de par le processus digestif, les ruminants sont des animaux qui sont capables de valoriser des aliments pauvres, comme nous le disons en zootechnie. Vous savez, du fait, parce que nous en sommes en plein, du fait des perturbations climatiques en cours ces dernières décennies, il se fait que les pâturages naturels qui sont des endroits où les ruminants ont l'habitude d'aller pâturer, Ouais. il se fait que ces pâturages sont dégradés. Ok. Dégradés du point de vue quantité et qualité des aliments. Alors, quand l'aliment n'a plus les nutriments nécessaires, ou bien quand l'aliment n'a plus les nutriments qui sont requis pour l'animal, ça devient un aliment de trop. Alors, puisque les ruminants ont la capacité de valoriser même ce qui est de mauvaise qualité en ressources de bonne qualité, il se fait qu'au cours de ce processus de digestion, dans ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle, j'allais dire, la panse ou le rumen qui constitue la principale poche des 4 poches stomacales que comportent les ruminants, il se fait qu'à ce niveau-là, les aliments qui sont ingurgités par ces ruminants sont soit transformés en acide gras volatile, soit en acide acétique, soit en acide propionique. Et la partie qui reste, c'est évidemment du méthane qui est produit, et ce méthane est rejeté par éruptation. Et il faut dire que plus l'aliment est de mauvaise qualité, plus il y a de rejet de méthane. Donc, dans le contexte des pays subsahariens et du Bénin, où nous avons des pâturages qui sont essentiellement dégradés, on peut alors dire que ces pâturages prédisposent quand même à un fort taux d'émission du méthane qui est en fait un gaz à effet de serre qui permet de réchauffer le climat. Waouh, merci déjà pour ces, ces quelques clarifications conceptuelles du début et également pour ces explications. Mais toujours est-il qu'on dit en même temps que les ruminants sont des contributeurs aux effets néfastes des changements climatiques, mais en même temps, ceux-là sont des victimes. Comment est-ce que ça s'explique? Alors, c'est un peu ce qu'on appelle le phénomène de rétroaction. Vous savez, on l'a dit tantôt, les ruminants contribuent de par les émissions de méthane à réchauffer le climat. Mais au même moment, lorsque la couche d'ozone, qui est la couche qui protège la Terre des rayons ultraviolets du Soleil, se sent affectée parce que cette couche étant perforée sous l'effet des gaz tels que le CO2 ou le méthane, l'intensité de rayons lumineux qui tombent sur la Terre devient intense. Du coup, nous assistons à la fonte des glaciers. Conséquence, c'est les inondations. Et lorsque nous assistons à la perturbation des cycles de l'eau, quand il n'y a pas la pluie au moment où on s'y attend, quand en pleine saison des pluies, on note une interruption brusque des pluies, comprenez que les végétaux qui répondent à un cycle de développement se sentent la plupart du temps affectés parce que, écoutez, il faut une certaine quantité d'eau pour un végétal, il faut une certaine quantité d'un minéral pour un végétal pour se développer aisément. Et lorsque ces quantités ne sont pas atteintes, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, les végétaux ne peuvent pas se développer dans de bonnes conditions. Nous le disions à l'entame, les ruminants se nourrissent exclusivement d'herbes et des feuilles d'arbustes. Donc, comprenez avec moi que lorsque ces feuilles ne produisent plus assez de feuilles, évidemment, l'animal ne trouve pas assez à manger, ou même si l'animal trouvait assez à manger, il n'y a pas assez d'éléments nutritifs dans cette plante-là qu'ils sont en train de manger. Et nous pouvons citer également les questions de l'inondation qui entraînent des maladies, qui entraînent des mortalités dans les cheptels. Et on se rend compte, en croisant toutes ces informations, que les ruminants, aussi bien
qu'ils contribuent à l'émission des gaz à effet de serre, ils sont les premiers, comme d'autres secteurs agricoles, à en être les victimes. À subir donc ces conséquences-là. Voilà. D'accord. Voilà, alors, vous parliez à l'instant de l'alimentation. Ça nous amène tout de suite à vous demander, à l'heure actuelle, dites-nous un peu les enjeux et défis de la maîtrise, n'est-ce pas, de l'alimentation et la nutrition des ruminants. Monsieur Podekon, merci pour cet aspect clé que vous abordez. Je pense que les enjeux de la maîtrise de l'alimentation sont énormes. Okay. Et si vous le voulez, en élevage des ruminants, l'alimentation compte de 40 à 70% du coût de production. Ceci étant, maîtriser l'alimentation, c'est de se faire des gains supplémentaires. C'est capital. C'est capital, merci. Et donc, si nous nous mettons dans ce contexte, nous devons d'abord nous demander quels sont alors les aliments dont nous disposons et qui puissent permettre à nos éleveurs de faire croître leur cheptel sans le moindre effort, qui puisse permettre aux éleveurs de faire croître le cheptel sans subir le coût économique des denrées qui pourraient être importées. Donc, les enjeux de l'alimentation sont des enjeux autant économiques que sociaux. Et à côté de ces enjeux économiques, pour parler du défi, le défi aujourd'hui, c'est celui du développement d'un modèle d'alimentation qui réconcilie l'activité d'élevage de ruminants et la nature. Alors, pour me faire clair, il faudrait que nous puissions aboutir à des modèles d'alimentation qui puissent permettre à l'éleveur de faire des économies, qui puissent permettre aux animaux de croître dans de bonnes conditions et d'être en bonne santé à tout moment, et tertio, des modèles qui n'empiètent pas le bien-être environnemental. Autrement, il faudrait que nous puissions aboutir à des rations qui puissent nous permettre quand même de faire le plus de profit et de ne pas trop dégrader l'environnement, puisque toute activité aujourd'hui doit s'inscrire dans une posture de développement durable pour satisfaire les besoins des générations actuelles et ne pas endiguer les besoins des générations futures. D'accord. Je voudrais insister sur quelque chose très rapidement avant qu'on aille pour notre prochaine rubrique qui est immersion. Dites-nous un peu que représente en fait le secteur agricole, c'est-à-dire la production surtout végétale, dans l'alimentation de ces ruminants-là. Merci, monsieur. On entend parler partout, hein. Tel éleveur a eu la bagarre dans tel village, dans telle contrée du Bénin, avec tel producteur, et on sait comment ça se termine, chose qu'on ne souhaite pas. Que représente aujourd'hui la production végétale vraiment dans l'alimentation des ruminants? Merci, monsieur Podekon, pour cette question qui est aussi d'intérêt majeur. Je pense que les conflits que nous enregistrons entre agriculteurs et éleveurs sont le fait d'un défaut d'aménagement de l'espace rural. Autrement, on devrait prévoir dans les plans de développement, d'aménagement, qu'il y ait des espaces qui soient dédiés aux éleveurs pour qu'on dise ici c'est des terres de parcours et que ici c'est des terres agricoles. Je crois que le gouvernement a entamé cette procédure-là. Oui, ce que nous saluons d'ailleurs, mais maintenant une chose est d'entamer au sommet de l'État et l'autre chose est de vulgariser la mesure. Parce que ça ne servira à rien si on prend des mesures et que les acteurs qui sont concernés au premier plan ne sont pas informés. D'accord. Donc, nous pensons que c'est ça. Maintenant, pour dire quelle est la place des productions dans l'alimentation des ruminants, vous savez, les résidus de récolte constituent quand même une bonne réserve d'alimentation. D'accord. Que ce soit les pailles de maïs, que ce soit les feuilles de légumineuses comme le haricot, l'arachide, que ce soit les pailles de sorgho, que ce soit les pailles de vanzou, que ce soit bien d'autres résidus agricoles, ça constitue un potentiel aliment pour les ruminants. Maintenant, nous ne sommes pas encore dans cette culture où ces ressources sont suffisamment valorisées.
par opposition aux pays sahéliens qui sont des pays de culture d'élevage, qui comprennent déjà l'importance de ces ressources. C'est des ressources qui sont sollicitées en période de soudure, pour ne pas dire en saison sèche où l'herbe verte n'est plus disponible. Donc, c'est des ressources en temps qui devraient être stockées, qui devraient être traitées au besoin pour, au moment opportun, pouvoir faire profiter aux animaux. Satisfaire un besoin de ces animaux. Merci beaucoup, Evra Niklepo. Je rappelle que vous êtes zootechnicien, vous êtes spécialiste de la nutrition et des ruminants. Mesdames et messieurs, notre immersion tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre rubrique préférée, Immersion. Alors aujourd'hui, nous sommes à Sékou. Nous sommes en présence, voilà, derrière moi, vous pouvez le constater, d'un cheptel de bovins. Qu'ils vous souviennent, on parle de ces ruminants-là en tant que contributeurs et victimes des effets néfastes des changements climatiques. Alors sur ce terrain, aujourd'hui, nous allons découvrir un peu avec notre spécialiste sur le plateau comment est-ce que ces ruminants sont des victimes et des contributeurs à la fois, voilà, aux effets néfastes des changements climatiques. N'oubliez pas tout de suite notre immersion. Alors, Evra Niklepo, bonjour. Bonjour. Alors, derrière nous, un cheptel de bovins, je le disais, qui sont au pâturage, en train de brouter des herbes. Qu'est-ce qui rend ce côté-là contributeur aux victimes, voilà, aux effets des changements climatiques? Alors, vous pouvez le constater, sur les pâturages, il y a un certain nombre d'éléments que les animaux, les ruminants recherchent en premier. Et le pâturage est fait quand même pour satisfaire, pour pourvoir aux besoins alimentaires de ces animaux. Et parmi les familles de plantes qui sont les plus recherchées, on pourrait citer les graminées qui font partie de la famille des poacées, qui sont les espèces les plus répandues, source d'énergie par ailleurs, et nous avons les fabacées, qui sont quand même d'autres familles beaucoup représentées dans la ration des ruminants parce qu'ils sont pourvoyeurs de protéines. Et si nous prenons en exemple ici où nous sommes, vous pouvez remarquer avec moi par exemple la présence de cette herbe qu'on appelle Iptis suaviolens, qui constitue une herbe envahissante et qui n'est pas appétée, qui n'est pas recherchée par les animaux et qui en principe ne devrait pas se retrouver dans des espaces comme tels. Alors, et quand il arrive que les animaux se retrouvent dans des espaces qui sont aussi pauvres de point de vue nutriments et de point de vue quantité, ils se contentent évidemment de ce qu'il y a. Ben, lorsqu'ils prennent ces ressources qui sont disponibles, il y a deux problèmes qui se posent. Soit la ressource ne regorge pas d'éléments nutritifs qui pourraient permettre aux animaux de pourvoir à leurs besoins, soit ces ressources ne sont pas suffisamment digestibles et donc ne pourraient pas être suffisamment valorisées par l'organisme animal. Et qui parle d'émissions de méthane parle d'une relation aliment et digestibilité de l'aliment. Pour me faire clair, plus un aliment est digestible, moins cet aliment contribue à produire du méthane. Sur les pâturages, les animaux recherchent des ressources particulières. Et ici, par exemple, nous sommes en face d'une graminée, si vous voulez. Écoutez, ceci. Si vous voulez un truc beaucoup plus grand. Les graminées qui constituent la première famille fourragère qui sont recherchées par le bétail. Donc, c'est un peu des herbes qui ont des nervures parallèles. D'accord? Et ces ressources sont recherchées parce qu'étant pourvoyeurs d'énergie, de minéraux et avec des taux de protéines acceptables. Cependant, il faudrait quand même que la ressource soit servie à l'animal à un stade physiologique donné pour pouvoir escompter les résultats, pour pouvoir atteindre les objectifs de production qu'on s'est assignés. Parce que plus la ressource grandit, plus la plante, grandit, plus elle perd en valeur nutritive. Donc, c'est souvent des ressources qui sont à un bas âge ou bien à la montaison
juste avant la floraison qui sont beaucoup plus conseillés. Mais vous savez, du fait du nombre d'animaux en perpétuelle croissance, les pâturages n'arrivent plus toujours à supporter cette charge animale. Ouais. Cela fait que les plantes poussent à bon escient ou pas, les animaux sont déversés sur les pâturages, ils détruisent les pâturages et la ressource n'a plus le temps nécessaire d'arriver au stade optimum d'exploitation. Et la conséquence, c'est comme nous le disons, les pâturages sont surexploités et la ressource se fait rare, et ce qui cause évidemment l'utilisation d'autres ressources qui n'étaient pas en temps très appétées par les animaux et qui aujourd'hui constituent quand même des facteurs favorables à des émissions de méthane beaucoup plus élevées. Oui. Là, je remarque un bœuf en train de brouter, en tout cas tout ce qu'il voit, hein, il n'est pas vraiment sélectif sur ce qu'il mange. Je te dirais que cela donne l'aspect qu'il n'est pas sélectif, mais en le regardant de près, vous vous en rendrez compte qu'il est bien sélectif. En fait, vous allez remarquer avec moi que le bœuf recherche dans ce tas de végétaux-là ce qui doit lui apporter quand même une valeur ajoutée, pour qu'il puisse combler quand même ses besoins journaliers en termes d'énergie, en termes de protéines et en termes de minéraux. Alors, en général, quand ces animaux-là ingèrent ces différents types d'herbes qui ne sont pas forcément nutritives pour eux, quelle est vous avez parlé des conséquences. Combien de temps est-ce que ceux-là mettent pour quand même éliminer voilà, ces différents herbes qu'ils ont quand même ingérées par fesses? L'élimination, je dirais, le processus de digestion, de la consommation jusqu'à l'étape des fesses, ça dure relativement entre 6 et 12 heures. Donc, 12 heures. Autrement, si l'animal ingurgite des aliments à l'heure où nous sommes, il faudra compter à partir de 6 heures de temps jusqu'à la 12e heure de temps pour quand même voir les fesses déjà qui commencent par... Alors, mesdames et messieurs, ici, nous sommes dans un atelier caprin. Voilà. Donc ça, c'est les feuilles de leucéna, comme je le disais, et qui est aussi une ressource qui est bien appréciée par les caprins. Et cette ressource contient quand même des substances, notamment le tanin, qui peut nous aider à lutter contre des forts taux d'émission de méthane chez les petits ruminants, les caprins et les ovins. Alors, notre aventure prend fin ici. Ça a été un véritable plaisir, mesdames et messieurs, de vous avoir quand même amené en immersion depuis chez vous. On espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre et en tout cas à tirer des leçons de tout ce qui a été dit ici avec Evra Niklepo, à qui nous disons déjà aussi merci de nous avoir permis cette immersion. Mesdames et messieurs, tout de suite sur le plateau pour la continuation, n'est-ce pas, des échanges. Voilà, de retour ici en plateau après cette très belle immersion et également passionnante. Hein. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes en compagnie de Evra Niklepo. Il est zootechnicien, il est spécialiste de la nutrition des ruminants. Avec lui, nous abordons la question des ruminants en tant que contributeurs et victimes des effets des changements climatiques. Alors, on revient ici pour les échanges. Je le disais après cette très belle et passionnante immersion. Quelles sont les pistes de solutions que vous, en tant que spécialiste, vous préconisez pour l'atténuation des effets néfastes des changements climatiques sur l'élevage des ruminants au Bénin?
Merci, Monsieur Podicon. Je pense que les pistes de solutions sont multiples. Hein. D'accord. Elles sont multiples et nous devons les relativiser. Vous savez, la littérature parle, puisque le changement climatique étant un phénomène global, parle de beaucoup d'actions qui puissent être mises en œuvre pour en fait atténuer un peu l'effet de ces changements. Cependant, nous devons le contextualiser, le ramener au contexte des pays subsahariens et le nôtre évidemment, pour préconiser des mesures réalistes. D'accord. Et nous pouvons dire qu'il y a quand même 3 segments sur lesquels on peut intervenir pour réduire. Lesquels? Le premier segment, c'est l'animal. Alors, quand je parle animal, je parle de type génétique. De type génétique. Vous savez, si je donne un exemple à tout hasard sur nous, les êtres humains, il y a des gens parmi nous qui sont prédisposés à avoir de grandes corpulences, à avoir de grandes tailles, parce que dans leur famille, les ancêtres, les aïeux sont de grande taille. Et il y a d'autres personnes qui vont rester courtes de taille tout le moment, parce que dans sa famille, c'est des gens courtes de taille. Oui, c'est des personnes qui ont oublié de grandir. De grandir. Donc, pour les animaux aussi, nous pouvons d'abord partir d'une sélection génétique et de voir est-ce qu'il y a quand même des aspects génétiques qui influencent les niveaux d'émission de méthane. Autrement dit, pour un animal A et un animal B, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques qui prédisposent un animal A à émettre beaucoup plus de gaz à effet de serre plutôt qu'un animal B? Et de voir maintenant de cette analyse comment est-ce qu'on pourrait cultiver l'animal B dans nos conditions et pour qu'on se fasse une idée de ce que, qu'importe ce qui adviendra, l'animal ne pourrait pas produire de méthane au-delà d'un certain degré parce que ses gènes ne le lui permettraient pas. Ça, c'est l'aspect animal. Il y a d'autres choses qu'on pourrait développer, mais le temps est limité. Le temps est limité. Je viens à l'aspect de l'alimentation, qui est capital. Alors, sur le plan alimentaire, nous pouvons opter pour plusieurs schémas aussi pour atténuer ces effets. Alors, les schémas que nous pouvons déjà prendre en compte, c'est ceux qui valorisent les ressources naturelles, locales, qui contiennent des substances inhibitrices des émissions de méthane. Qu'il vous souvienne que dans mon développement, je disais qu'au niveau du rumen, lorsque les différents nutriments se transforment, il y a une partie qui est transformée sous le méthane. Alors, mais cette partie qui est transformée sous le méthane, il y a une flore microbienne au niveau de ce rumen qu'on appelle les archéobactéries. Et ce sont ces archéobactéries, du fait de leur activité, qui permettent le rejet de méthane. Autrement dit, si nous trouvons des substances dans nos aliments qui permettent d'inhiber l'action de ces archéobactéries dans le rumen, autrement, on va se retrouver à des niveaux d'émissions moindres. Et pour ce faire, il y a la littérature qui renseigne de ce que les aliments qui sont riches en tanins, par exemple. Très rapidement, surtout. Oui, les aliments qui sont riches en tanins, par exemple, ont cette activité inhibitrice. Donc, la recherche va s'évertuer à développer des rations qui incluent des aliments riches en tanins pour voir à quel niveau d'incorporation cela peut faciliter l'atténuation et ne pas endiguer sur les performances de croissance des animaux. Et le troisième segment, c'est l'utilisation des additifs alimentaires. Les additifs, dans le contexte, je pense que ça va rajouter un coût à l'élevage, comme nous le disons, parce que beaucoup plus dans les pays développés, ces additifs sont utilisés pour quand même réduire les émissions de méthane, mais il ne faut pas dire aux éleveurs béninois d'aller racheter un produit supplémentaire alors qu'il n'a pas déjà suffisamment de moyens pour entretenir ces animaux. Donc, c'est pour cela que je parle de relativiser les mesures en fonction du contexte local
pour espérer un meilleur résultat. Merci, Evra Niklepo. Je crois que on a quand même, on est quand même assez outillé aujourd'hui après vous avoir reçu sur ce plateau. Il est vrai qu'il y a quand même quelques clarifications conceptuelles. On va devoir faire référence au dictionnaire pour comprendre certains mots que vous avez utilisés afin que nos amis téléspectateurs puissent quand même davantage comprendre. Merci, mesdames et messieurs. C'était tout pour ce numéro de votre émission Terre-Actu. Je rappelle, Evra Niklepo, c'était notre invité. Il est zootechnicien, spécialiste de la nutrition des aliments. Avec lui, on s'est penché sur la question des ruminants en tant que contributeurs et victimes des effets néfastes des changements climatiques. Merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain, ça sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bye bye.